Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce dernier numéro de l'année de Questions à venir. Alors ce soir, c'est une émission un petit peu différente des précédentes puisque nous allons partager avec des journalistes de la presse locale et nationale leurs impressions ou leurs constats sur le vote de dimanche dernier. Nous essaierons également de voir si, au vu du résultat, la Nouvelle-Calédonie s'inscrit toujours dans une volonté de destin commun ou si cela reste un mantra que l'on se répète sans qu'il ait pris corps en vrai dans le pays. Alors avec moi sur ce plateau, Brigitte Wahab. Bonsoir Brigitte. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Nouvelle-Calédonie première et vous avez suivi sur le terrain au plus près le déroulement de ces élections. À côté de vous, Olivier Poisson. Bonsoir. Rédacteur en chef des Nouvelles Calédoniennes, le seul quotidien de l'île. Et puis, notre ami Patrick Roger, qui est venu de Métropole, qui est l'envoyé spécial du Monde pour couvrir donc ce référendum. Alors, avant d'entendre, Madame, Messieurs, vos commentaires, je vous propose de revenir sur les résultats définitifs du référendum. Un total de oui de 43,33%, total de non de 56,67%. L'écart de voix entre les partisans de l'indépendance et les partisans de la France s'élève à 18 000 voix. À noter quand même le vote blanc ou nul qui représente 2166 voix. Et là, ce qui est quand même assez incroyable, une abstention qui, elle, est de un tout petit peu plus que 33 000 voix. Alors cette indécision qui pourrait justifier le vote blanc, est-ce qu'elle n'est pas surprenante au regard des enjeux du scrutin, Brigitte Wahab? Mais je vous demanderai de répondre aussi tous les trois à cette question. Je pense que quand on regarde le taux de participation, c'est plutôt un record. Donc non, l'abstention, c'est quand même en marge comparé à ce que tout le monde a pu dire ces derniers jours, que vraiment on a eu un record de participation incroyable. Maintenant, les abstentions, il y a eu 11 000 inscrits d'office. Il y a après les incompressibles, les gens qui n'iront pas voter quoi qu'il arrive. Mais je pense que d'une façon générale, l'enjeu du scrutin, les Calédoniens étaient bien conscients de cet enjeu avec 80% de participation. Olivier Poisson. Oui, je pense aussi qu'il y a un seuil en dessous duquel il est difficile de descendre. Après, tout le monde cherche à savoir ces abstentions, à qui elles pourraient profiter si jamais les gens se décidaient à aller voter. On voit que ça... Alors, les deux camps ne sont pas forcément là-dessus. Hein. On voit que les indépendantistes ont réussi à mobiliser vraiment énormément, beaucoup plus qu'attendu. Donc, est-ce qu'ils ont encore une réserve ou est-ce que cette réserve, elle est plutôt du côté loyaliste? Ça, c'est quand même très difficile à savoir pour le moment. Patrick Roger. Oui, 80%. Bon, on peut considérer quand même que les deux camps ont fait pratiquement le plein de leur voix. Il y a peut-être quand même quelques réserves du côté indépendantiste, même s'ils ont effectivement formidablement mobilisé, notamment dans la jeunesse, peut-être même de manière assez inattendue, mais on peut quand même distinguer deux types de réserves. D'abord, le fait que avoir exactement l'influence réelle du Parti travailliste et de l'USTKE, mais le fait que ces deux composantes aient appelé à l'abstention, le score, enfin le taux de participation de 80%, on peut supposer que le prochain référendum, s'il y a un prochain référendum, ces deux composantes-là ne changeront leur fusil d'épaule et appelleront à voter oui. Donc il y a peut-être une petite réserve de ce côté-là. Et puis il y a l'abstention plus global du côté des îles Loyauté, qui ne se limite pas à l'influence du Parti travailliste. Et peut-être là aussi, il y a quelques voix à grappiller. De là à inverser le rapport de force, je ne suis pas convaincu. Oui. Partagé? Oui, complètement. Mais en province des îles, peut-être qu'il y a encore quelques voix à récupérer à Lifou, où il y a quand même 3000 abstentions. 3000 personnes qui ne sont pas allées voter, même si ça reste quand même supérieur au taux de participation. Ça, d'ailleurs, Brigitte? Très difficile, je ne sais pas. La campagne, comment elle s'est déroulée à Lifou? Peut-être que dans les îles, il y avait quand même une partie de la population mélanésienne qui, n'avait pas envie de voter ni oui ni non pour différentes raisons. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la campagne qui s'est passée, les campagnes, que ce soit pour le oui ou pour le non dans les îles,
Il y a eu beaucoup de campagnes pour le oui, il y a eu aussi des campagnes pour le non, mais on a senti, quand on a regardé un peu les sujets qui ont pu être montrés, qu'on sentait que les gens n'étaient pas complètement convaincus par le oui. Alors que normalement, c'est quand même un bastion plutôt indépendantiste, notamment à Lifou. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant cette campagne sur Lifou ? C'est difficile de percevoir. Ouvert et Marais, c'est un peu différent parce que le poids du Parti travailliste est beaucoup plus présent à Marais et à Ouvert. Mais ça reste que Marais, il y a une belle participation tout de même. Donc, c'est difficile à savoir. Est-ce que les gens continuent à se poser des questions sur les indécis sont restés beaucoup plus nombreux? Je partage votre analyse. Puis il y a aussi le fait que quand on croisait les jeunes sur la Grande Terre, ça parlait beaucoup de colonisation. On était encore vraiment sur ce béaba-là. Je veux dire, on était vraiment sur un discours très simpliste. On est le peuple colonisé, il faut se décoloniser et tout ça. Et on sait que la colonisation a été très différente sur les îles. Donc c'est peut-être aussi quelque chose qui va peut-être moins attirer les jeunes, qui le vivent peut-être très différemment. Ce que l'une de nos journalistes relevait d'ailleurs, et ce que vous avez rappelé, Brigitte Wap, c'est que aux îles, effectivement, à Lifou en particulier, il y a des familles pour lesquelles c'était un vrai déchirement d'avoir à choisir, ce qui peut-être expliquer cette abstention. Alors, il y a un grand vainqueur, effectivement, dans ce référendum, dans ce scrutin, c'est la forte participation. Et puis, il faut remarquer que les sondages, ils se sont complètement plantés. Alors, est-ce que ça n'a pas influencé les électeurs? C'est-à-dire que les indépendantistes se sont dit « Oula, c'est un peu chaud, on va vraiment se mobiliser ». Et puis, les loyalistes se sont dit « C'est bon, c'est gagné, on ne va pas se déplacer ». Que les instituts de sondage se soient plantés, c'est pas ce qu'ils disent. On a été les voir, on a justement un sujet dans les nouvelles demain. Excusez-moi, je fais un peu ma pub là-dessus. Eux disent que leurs chiffres étaient bons mi-août. Voilà, que vraiment il y a eu une campagne énorme du FLNKS qui a énormément rameuté, et que c'est peut-être aussi en réaction à ces sondages qui étaient très, très positifs pour le non, qu'il y a eu une telle mobilisation du côté indépendantiste. Patrick Roger, c'est pareil en métropole, quand il y a des sondages comme ça avant une échéance importante, de tels écarts, de telles erreurs, je dirais, ou en tout cas une appréciation différente. Récemment, il n'y a pas d'exemple de cette ampleur-là. Les sondages en métropole sont maintenant relativement affinés, mais je pense qu'il y a quand même... je crois qu'on était quand même sur un phénomène... unique, enfin pas unique, mais rare. C'est un référendum le vote tribal, par exemple, a vraiment été un référendum de cette nature, ça intervient une fois tous les 30 ans, puisque et là il y a une série de phénomènes qu'il était peut-être difficile d'analyser aussi bien par les instituts de sondage que par les médias, que par les acteurs politiques eux-mêmes. Il y avait des perceptions qui, notamment, on pouvait imaginer que dans la jeunesse, il y ait une aspiration justement peut-être plus poussée au destin commun, enfin le fait que peut-être chez les femmes, il y avait aussi des interrogations sur les questions de droit et d'émancipation des femmes dans un État indépendant. Enfin, voilà, toute une série de questions de cette nature. Et en définitive, il apparaît que la volonté de reconnaissance de l'identité s'est traduite, malgré tout, a été directement liée à la question oui à l'indépendance, ce qui n'était pas nécessairement évident. On pouvait imaginer aussi qu'il y ait au sein de la communauté mélanésienne, une volonté aujourd'hui d'aller, enfin de former une sorte d'axe central. C'est un petit peu le paradoxe d'ailleurs, parce que le FLNKS dit depuis très longtemps que le projet d'indépendance n'est pas fait que pour les Kanaks, alors qu'on sent très bien. Forcément, ils ont dû jouer sur la fibre identitaire. Ouais. Forcément, c'est un vote identitaire. On voit bien. Et donc, du coup, ça a recréé des clivages. Tout à fait. Ça a recréé des clivages. Et d'ailleurs, il y avait une réflexion de Wamitan au sortir de sa rencontre avec le Premier ministre, où il expliquait clairement
là on sait compter, maintenant on va les chercher ailleurs. Donc on sent vraiment qu'ils ont joué à fond sur l'identité, et ça s'est parfaitement senti sur le vote. C'est grosso modo, si t'es kanak et que tu votes pas pour l'indépendance, tu trahis, quoi. Voilà, on sent que c'était quand même cet esprit-là. Moi, je mettrais peut-être un bémol, parce que pour moi, il y a beaucoup de non-kanak qui ont voté oui. Quand on regarde les chiffres, je pense qu'il y a, au-delà du vote kanak, beaucoup de gens du pays qui sont d'autres communautés qui ont justement changé leur fusil d'épaule et qui ont décidé de voter oui et de donner une chance peut-être à avoir moins de clivage, justement, et qu'il y a moins d'écart entre le oui et le non, pour peut-être demain avoir une meilleure solution de sortie que celle s'il y avait eu un non massif. Donc il y a aussi ça qui joue. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'autres communautés qui, au-delà peut-être du projet d'indépendance du FLNKS, peuvent peut-être imaginer, parce que 30 ans de vie ou de paix, avec un développement économique important, avec quand même un développement de la Nouvelle-Calédonie qui, on l'a vu sur ces 30 dernières années, a été très important, a peut-être eu une envie de changement et de voir la possibilité d'un lendemain différent. Oui. Peut-être que ça a pu convaincre. Non, je suis d'accord avec ça. C'est peut-être un aspect, effectivement, qu'on a aussi insuffisamment traité. Enfin, moi, je sais, pour ce qui concerne ma rédaction, c'est peut-être un regret de ma part d'avoir négligé cet aspect-là. Mais comme le souligne à juste titre Brigitte Wap, il y a eu 30 ans, donc avec le rééquilibrage, avec le développement industriel, notamment dans le Nord, avec les milliards investis dans les contrats de développement, etc., avec la formation d'une élite kanak. Quand on arrive aujourd'hui avec effectivement ces arguments qu'on a entendus du côté indépendantiste pendant la campagne sur l'identité, sur le vœu de liberté, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire au vu de tout ce qui a pu être fait ? Est-ce que ça veut dire que c'est insuffisant et qu'il faut continuer ? Ou est-ce que ça veut dire que quoi qu'il arrive et quel que soit le développement, de toute façon, la revendication indépendantiste, elle est là et elle ne bougera pas ? Brigitte ? Moi, je peux peut-être revenir. J'étais à Tchamba faire un sujet sur la tribu de Tchamba, donc du côté d'un descendant de Colin installé là depuis plus d'un siècle, et qui, lui, a eu cette démarche d'ouverture et qui est allé, lors des revendications foncières, voir la tribu pour dire nous, on est prêt à vous redonner une partie de nos terres. 85. Et aujourd'hui, il pose cette question. On ne peut pas oublier la revendication kanak, elle existe, elle est là. Mais comment on fait pour vivre demain ensemble avec cette revendication ? Comment on intègre cette revendication ? Comment on intègre l'identité kanak ? Et j'ai trouvé que pour quelqu'un qui a eu cette ouverture d'esprit, il a cette réflexion-là. Lui, il vit au quotidien au milieu de la tribu. Mais c'est peut-être justement une des faiblesses à l'heure actuelle du projet indépendantiste. Effectivement, sur cette campagne, même si il y avait dans le projet l'idée d'une société multiculturelle, etc. Mais on voit bien, c'est pas le thème premier qui a été développé. Vous disiez, c'est la revendication identitaire a pris le pas sur... C'est Kanaki, ouais. C'est le pays des Kanaks. Et, bon, je pense qu'on ira vers le deuxième référendum. Ça me semble très, très improbable aujourd'hui qu'il n'y ait pas de deuxième référendum. Enfin, à moins que le prochain comité de signataires se déroule à Lourdes, mais bon. Je crois que du côté indépendantiste, et effectivement, maintenant, il va falloir aussi, s'ils veulent franchir le pas, développer les aspects de ce que sera effectivement un État multiculturel, effectivement, quel projet de société ils ont sur cet aspect-là. Oui, on sent quand même un projet qui peut paraître excluant pour beaucoup, parce qu'effectivement, encore une fois, alors même si maintenant ils appellent ça Kanaki Nouvelle-Calédonie, je veux dire, c'est leur revendication kanak, ce qui est très forte, et ce qui est logique, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est vrai que pour d'autres, pour les autres communautés, c'est l'indépendance, c'est leur revendication kanak, c'est pas la nôtre. Voilà. Donc peut-être eux seraient beaucoup plus autonomistes, mais effectivement, il n'y a plus vraiment de grands partis autonomistes, même si Calédonie Ensemble s'en rapproche quand même.
Voilà, c'est assez excluant quand même. Au niveau de la campagne, ça a été ressenti comme ça en tout cas. Et est-ce que ça veut dire, pour revenir sur ce que disait Brigitte Wahab, quand vous parliez du vote non kanak qui a apporté ses voix au oui, est-ce que ça veut dire que donc les Calédoniens s'approprient de plus en plus une forme de nationalisme et seraient dans l'esprit de ce que certains appellent le peuple calédonien? La constitution d'un peuple calédonien qui est prêt à aller à l'indépendance. Quand on voit le résultat de certaines communes de la côte ouest, notamment à La Foix, il y a quand même eu bon nombre de personnes qui ont voté oui. Ça a été, même si ça reste quand même, le non reste majoritaire, mais on voit ça dans certaines communes qui habituellement... La Foix, pour l'anecdote, La Foix a totalement respecté le pronostic de Philippe Gomez, c'est-à-dire effectivement là c'est du 70-30. Oui, mais habituellement il vote peut-être un peu plus que ça. Et c'est pareil à Pointe-Boute par exemple, où c'est Pointe-Boute qui se rapproche. Et je pense que les communautés qui vivent ensemble, se vivre ensemble là au quotidien depuis 30 ans, où il y a moins d'heures, moins d'affrontements directs où chacun travaille au quotidien, ça crée quelque chose de différent qu'il y a 30 ans en arrière, au sortir des événements. Et les choses ont évolué et on voit dans les discours d'ailleurs chez les Kanaks, les jeunes sont décidés d'aller voter, mais pourquoi ils ont décidé d'aller voter? Pourquoi les jeunes sont partis en masse voter? La conscience de l'enjeu de ce référendum, elle vient aussi des aînés, de la famille, qui en parlent aussi autour d'eux. Donc, le réveil des jeunes, je pense, c'est pas un pur hasard, c'est identitaire, mais pas que. Mais alors Jean-Marie Tjibaou disait justement au sortir des accords Matignon-Oudinot qu'il fallait maintenant convaincre l'électorat non indépendantiste. On voit bien que ça s'est quand même globalement pas fait, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, parce qu'on a parlé d'un glissement peut-être de certaines convictions du côté des non-Kanaks, mais côté Kanak, il n'y a pas en revanche de glissement vers un statu quo où la Calédonie resterait française, quitte à aller aux confins de l'autonomie. On sent pas ça. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, finalement, le projet du Palika, je ne parle pas du FLNKS, mais le projet du Palika, il est pas très très loin de ça. Je veux dire, quand Tutu Goro dit que lui, il est d'accord pour signer l'indépendance d'une main et signer l'association de l'autre, on est quasiment sur ce qui se fait actuellement, si ce n'est que c'est... Tutu Goro, il dit, si ce n'est que c'est un choix qui aurait été fait par nous. C'est pas un choix qui nous aurait été imposé. Donc, même si après il y a un volet socialiste assez important du côté du Palika, donc avec une politique beaucoup plus à gauche. Mais finalement, on n'est pas très très loin aussi de ce que peuvent penser certains loyalistes de Calédonie Ensemble, qui eux veulent clairement rester dans la France, mais qui veulent une autonomie tellement large que la France n'est vraiment s'occupe plus de grand-chose. Rôle bien anecdotique, quoi. Peut-être qu'on assiste aussi à un glissement progressif, je ne sais pas si vous allez confirmer, y compris dans la terminologie du côté indépendantiste. Bon, alors évidemment, il y a des nuances, des divergences entre l'Union calédonienne, le Palika, etc. Mais le Palika a mis en avant jusqu'à présent l'indépendance. Association. Ouais. Et partenariat, il a partenariat. Et là maintenant, justement, il y a une évolution vers la souveraineté avec partenariat. On sent qu'il y a une atténuation de la terminologie. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a des projets qui sont très différents. Enfin, moi, j'en suis persuadé chez les indépendantistes. Je pense très clairement que la Kanaki Nouvelle-Calédonie de Niaoutine ne serait pas du tout la même que celle de Wamitan. Ils sont pas sur les mêmes idées politiques. À un moment, il y en a un qui est beaucoup plus centre-droit, l'autre est beaucoup plus à gauche. Ça, c'est intéressant, Olivier Poisson, parce que oui, mais ça veut dire qu'il y a au sein même des indépendantistes quand même une tendance plus à droite, on va dire,
et une autre tendance plus à gauche, parce qu'il faudrait peut-être réinventer justement cette politique calédonienne, sortir du bloc-bloc, oui ou non, quoi. Il y a beaucoup d'observateurs, nous aussi on l'avait remarqué, qui ont remarqué un petit peu la faiblesse du programme du FLNKS. C'est vrai que c'était un programme qui n'était pas chiffré, qui n'était pas... enfin voilà, il était très honnêtement très faible. Mais je pense que c'est simplement parce qu'il y a des idées très différentes au sein du FLNKS, et que en fait, ce qu'ils ont présenté, c'était uniquement ce sur quoi ils étaient d'accord. C'est-à-dire, pas forcément beaucoup de choses. C'est un pays qui est... Je pense que le pays d'une certaine partie du Palika serait beaucoup plus à gauche que celui d'une partie de l'UC, notamment l'UC du Sud. Alors peut-être pas l'UC du Nord, mais l'UC du Sud. Et même au sein de l'UC, justement, il y a des clivages politiques qui sont... à un moment, il va aussi falloir revoir ça avec le prisme politique traditionnel. C'est-à-dire... C'est pour ça, moi j'ai participé à une convention, enfin j'ai couvert une convention à la fois où justement ils réajustaient, parce qu'ils ont présenté un projet FLNKS fin de l'année dernière, ils partaient un peu à droite à gauche pour réajuster après, mais on voyait bien la différence entre Palika UC, où justement sur les réajustements au sein du projet FLNKS, ils n'étaient pas tous d'accord sur certaines choses à l'intérieur. Donc c'est vrai que, comme il le dit Olivier Poisson, c'est vraiment... ce qu'ils ont mis, c'est ce qu'il y avait dans le pot commun. Mais sur la période transitoire et tout, c'est pas forcément ils sont pas forcément d'accord sur cette période transitoire. Ça, c'est vraiment quelque chose du projet Unipalika. Ce projet Unipalika, c'est un gros bouquin. Mais ce qu'ils ont mis en commun, dans le pot commun, c'est vraiment ce sur quoi ils sont d'accord, sur les fondamentaux. Mais après, le reste est différent. Et d'ailleurs, je pense que ça se justifiera certainement au provincial de l'année prochaine, où on verra les programmes des uns et des autres qui vont être différents en fonction, justement, des affinités des uns et des autres. Et on verra à ce moment-là, effectivement... Et puis, excuse-moi, juste pour rajouter quelque chose, en faisant un peu de politique fiction, si demain il y avait un inversement des scores, bon, avec 18 000 voix ça paraît quand même assez compliqué, mais s'il y avait un inversement des scores, il y a l'indépendance, oui, mais c'est pas pour ça qu'il y aurait la majorité aux indépendantistes. Et ça, il faut bien que les gens en soient conscients. C'est-à-dire que je pense que les non-indépendantistes seraient toujours majoritaires au niveau du Congrès, de façon sûre à la province sud, et que s'il y avait une indépendance, ce ne seraient pas les indépendantistes qui prendraient le pouvoir local. Maintenant, il y a une question quand même qui se pose. Il va y avoir la prochaine échéance, les provinciales. Je crois savoir que tous les états-majors politiques là sont en train d'éplucher les résultats à la loupe, parce que bon, à l'heure actuelle au Congrès c'est 25 indépendantistes, 29 loyalistes, donc deux sièges en réalité d'écart. Si on applique les résultats du référendum au provincial, alors, bien entendu, il n'y a pas d'automaticité parce que ce sont des scrutins différents. Peut-être que au provincial, il y aura aussi des rapprochements unitaires du côté loyaliste. Qui vont moins voter aussi. Bon, voilà. Donc, mais est-ce que ça peut avoir des conséquences en termes de sièges? Est-ce que il peut y avoir deux ou trois sièges qui basculent, et à ce moment-là, un changement aussi ou une égalité peut-être de sièges au Congrès? À noter tout de même que le corps électoral est encore légèrement différent. Il est différent encore. Alors, rapidement, parce que la première partie de l'émission s'achève, un mot sur le comité des signataires annoncé pour la mi-décembre. Le Premier ministre a dit que maintenant, là, il fallait se consacrer à l'économie et au social, une nécessité, selon vous, c'est-à-dire, en gros, on dit, écoutez, on laisse de côté les discussions politiques et idéologiques, et puis maintenant, on met les mains dans le cambouis et on s'attaque aux vraies préoccupations des Calédoniens. Est-ce que ça, pour vous, c'est essentiel? Oui. Ça, c'est la déclaration quand même importante d'Édouard Philippe. Alors, je ne pense pas que les questions politiques seront laissées de côté. Mais effectivement, aujourd'hui, quelle que soit la nature institutionnelle du territoire, on voit bien que ce qui plombe socialement, économiquement ce territoire, c'est l'économie, et les responsables politiques qui se sont succédés à la tête du territoire depuis 30 ans n'ont pas été capables, effectivement, de peser sur ce modèle économique. Donc peut-être qu'effectivement, sous l'égide de l'État, du gouvernement, il faut à présent, et
ça veut dire peut-être une politique plus interventionniste qu'elle ne l'a été. Alors, du côté des loyalistes, on dit, mais attends, l'État n'a absolument aucune compétence en matière économique, donc il n'a pas à s'en mêler. Mais peut-être qu'à un moment donné, il faut aussi que l'État s'y penche. Brigitte Wap. Oui, tout à fait. L'économie, de toute façon, va revenir dans les débats dès les provinciales. Juste avant les provinciales, on a la TGC qui a été mise en application, on a la vie chère. Il y a beaucoup de thèmes c'est ce qui concerne les Calédoniens en premier chef. Qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on gagne à la fin du mois. Donc ça, de toute façon, les provinciales, on ne va pas y couper. Ça va être le bilan des uns et le bilan des autres par rapport Et puis, il ne faut pas oublier aussi le nickel, qui a toujours un peu du mal et avec des grosses difficultés encore aujourd'hui. Donc l'économie, de toute façon, c'est la réalité des Calédoniens. Pour conclure, Olivier Poisson. Moi, j'attends vraiment pas grand-chose de ce comité. C'est trop proche des provinciales. Les positions vont vraiment se tendre. L'économie a beaucoup joué dans le référendum. Parce que forcément, quand ça va mal, on a envie de renverser la table. Merci à tous les trois. Merci Patrick Roger, merci Brigitte Wap, merci Olivier Poisson d'avoir apporté vos commentaires lors de cette première partie d'émission. Nous allons maintenant revoir pour la seconde partie la réaction des Calédoniens au lendemain du référendum. Au-delà des résultats, la notion de vivre ensemble revient souvent. Puis je vous présenterai les trois autres invités qui vont me rejoindre sur ce plateau. Aujourd'hui, on a dépassé les clivages. Le Calédonien, toutes ethnies confondues, je pense qu'on a dépassé beaucoup de choses. On ne s'attendait pas, comme certains ont supposé, des événements tels que 84, des trucs comme ça. Non, on ne s'y attendait pas du tout. C'est comme d'habitude, en fait. Il n'y a pas eu vraiment d'échauffourée ou quoi que ce soit. Il y a juste des voitures qui sont passées avec les drapeaux en klaxonnant. Mais c'était plutôt bon enfant, quoi. Vivre ensemble, c'est le but, quoi. On est pluriethnique, on est multiculturel. Mais moi, je trouve qu'il faut qu'on arrive à échanger, à dialoguer, à communiquer ensemble. Moi, je pense que maintenant, il faut que les élus travaillent pour que tout le monde soit pris en considération et pas une certaine partie de la population. Ni déçu ni content. Maintenant, il faut continuer à avancer. On remarque que les indépendantistes ont progressé. Et ça prouve que les mentalités commencent à changer. Peut-être que ça ne sera pas pour cette fois-ci, mais peut-être pour la prochaine fois. On a été surpris par la grandeur du oui. C'était pas ce qui était vraiment prévu. Après, de toute façon, il faut continuer à vivre ensemble, ça c'est sûr. Les indépendantistes n'étaient pas loin quand même d'obtenir ce qu'ils voulaient, ce qui est tout à fait normal de les comprendre aussi à l'heure d'aujourd'hui, qu'ils n'aient pas réussi, qu'ils soient déçus. Mais pour l'avenir du pays, j'espère un super vivre ensemble. Alors l'avenir, je reste un petit peu optimiste dans la mesure où, côté mélanésien, on semble prêt quand même à vouloir discuter de l'avenir du pays. La revendication, c'est comme le syndicat. C'est un exemple, c'est comme le patron et le syndicat. Le patron, c'est lui qui garde les sous, c'est lui qui a les sous en poche. Mais quand le syndicat il revendique, il faut que le patron il fléchisse. Alors, trois autres journalistes m'ont rejoint sur ce plateau. Jenny Brifa, d'abord. Bonsoir, Jenny. Journaliste indépendante et notamment correspondante de France 2, auteur du One Woman Show, Fin mal barrée. On va y revenir. En face de vous, Nadine Guapana, journaliste à NC Première. Bonsoir, Nadine. Bonsoir. Et puis, vous avez tout au long de cette année présenté Parole et Partage, qui avait vocation justement à parler du vivre ensemble. Et puis, à côté de vous, Stéphane Camerlinck, directeur de la publication de VKP Info, le seul magazine du Nord. Alors, vous avez tous les trois regardé la réaction des Calédoniens au lendemain du référendum. On parle de destin commun, c'est une sorte d'incantation depuis 20 ans. Mais la réalité est peut-être tout autre. C'est ce que nous allons voir avec cet extrait de votre pièce, Jenny Brifa, Fin mal barrée, avec l'excellente comédienne Maïté Siwen. Et vous me direz tous les trois après ce visionnage si la réalité, ce n'est pas plutôt celle-là. T'es connard que tu dis ça. Oui, je peux même être caldoche et dire ça. Oh, alerte info des nouvelles. Incendie à Point-d'Imier. La case de Tieti construite par 22 tribus a été incendiée. Un suspect en garde à vue. Eh ben dis donc, ça en fait des incendies cette année. Ah, ça commence la valse des commentaires sur leur page Facebook.
enculé de Kanak, bâtard de blanc. Bande de sauvages, vous êtes bons pour retourner au cannibalisme. Sale blanc, c'est la faute de votre système colonial de merde. Dégagez de chez nous. Terre de parole, terre de partage. Ça partage bien la connerie apparemment. Voilà, Jenny Brifa, donc vous êtes l'auteur de cette pièce. Ben, vous avez la parole pour commencer. Où se situe, à votre avis, la réalité entre ce qu'on a entendu des Calédoniens et puis ce qu'on entend dans votre pièce ? Bah sûrement au milieu des deux. Non, mais disons que c'est vrai que quand j'ai écrit ce passage, particulièrement là, de fin mal barré, toutes les citations Facebook, je les ai vraiment trouvées sur des pages Facebook, alors soit des nouvelles, soit donc des réactions d'internautes. Et c'est vrai que moi, ça m'interpellait de me dire, mais c'est pas possible qu'on en soit encore là aujourd'hui. Et je me disais, c'est pas possible parce que c'est pas ce que moi je vois du pays. Et moi, ce que je vois du pays, c'est plus les micro-trottoirs qu'on a entendus. Et c'est finalement cette tendresse qu'on a les uns pour les autres, malgré tout. Voilà. C'est que il y en a qui sont plus ou moins convaincus par le vivre ensemble, etc. Mais j'allais dire, même en reportage, quand parfois il m'est arrivé de tomber sur des caldoches un peu limite dans leurs propos ou des Kanaks limite aussi dans leurs propos, malgré tout, moi je ressens toujours cette tendresse qu'on a finalement les uns les autres. Alors, on n'est pas au monde des bisounours évidemment, mais je pense que le destin commun il existe parce que mine de rien, oui, on vit ensemble. Après, on y reviendra sûrement, il y a beaucoup de choses à faire en termes de politique urbaine pour que on vive encore davantage ensemble. Il y a une responsabilité personnelle de chacun pour donner corps à ce vivre ensemble, parce que par exemple, quand on est parent et qu'on enlève son enfant d'un établissement scolaire parce que la carte scolaire fait que il n'est pas dans le meilleur établissement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un établissement où il y a beaucoup d'Océaniens. Je peux comprendre le raisonnement des parents, mais en même temps, ça veut dire qu'on extirpe son enfant de la possibilité du vivre ensemble. Moi, j'étais au collège de Boulary. Ça a été mes meilleures années. J'ai toujours dit, quand j'étais à l'école primaire à Nouméa, à Charles Bichon, avec des petits Lafleur, les petits Caillards, j'étais pas en Calédonie, j'étais à Nouméa. Voilà. Ça, c'était jusqu'à mes 10 ans et je suis arrivée au collège de Boulary. Et là, c'était la Calédonie. Voilà. Alors, Ndindi Ngouapana, vous avez animé toute l'année, je le disais, Parole et Partage, qui avait notamment donc vocation à montrer ce vivre ensemble. Où est-ce que vous mettez le curseur de la réalité ? Par rapport à cet extrait, à ce qu'on vient de voir et par rapport à ce qu'a dit Jenny. Il est tel quel. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on est sous l'ère de la pchit numérique, pour reprendre le terme de Maïté et de Jenny. Et après, sur le terrain, parce que sous couvert de l'anonymat, on peut se permettre de tout. Et même les créateurs du web sont désabusés de voir leurs rejetants tirer le plus, pas le meilleur de l'humanité, mais le plus raciste, sexiste et homophobe que l'on peut trouver. Ensuite, sur le terrain, pour cette émission Parole et Partage, on a vraiment essayé de montrer à l'écran ce que la communauté calédonienne, le peuple calédonien, on va peut-être y revenir, pouvait montrer toutes ses composantes. Et un seul mot, deux mots étaient ressortis à chaque fois, c'était le vivre ensemble. On vit ensemble, on fait ensemble, surtout dans les communes du Nord. Là, c'était très fort, très prégnant. Justement, Stéphane Camerlin, que vous qui vivez dans le Nord, est-ce que ce fameux vivre ensemble, il ne prend pas plus de corps dans le Nord, justement, quand on va à Pointe-Boute, à Koné, souvent les Calédoniens, comme les Kanaks, nous disent, mais vos préoccupations ou vos craintes, nous, on ne les a pas en brousse. Oui, c'est indéniable que le vivre en brousse, en règle générale, que le vivre ensemble est plus incarné en brousse qu'à Nouméa, parce que le vivre ensemble, dans certaines familles du quartier sud de Nouméa, on n'entend pas parler. Je veux dire, le contact avec les Mélanésiens, il se limite à quelqu'un qui va vous servir dans un magasin ou alors à la femme de ménage. Il ne faut pas se voiler la face non plus. Sur le destin commun, je pense qu'il faut noter quand même, par exemple, je ne sais pas si
tout le monde se souvient, mais au début des accords au début de l'accord de Nouméa, on entendait parler de destin commun tous les jours. Et d'un coup, on n'en a plus du tout entendu parler. 2 ans après, ça a été terminé, on n'a plus entendu parler pendant 15 ans. Le destin commun, la communauté de destin et autres. Et c'était quand même quelque chose qui était au centre de l'accord. Préambule notamment. Et je pense qu'on n'a vraiment pas vu une chose, c'est que le destin commun, c'est avant tout quelque chose d'économique et de social. C'est le métissage, on a beau dire, il y a plus de métissage maintenant qu'avant en Nouvelle-Calédonie. Je suis désolé de faire un peu les Cassandres, hein, mais le métissage, c'est surtout dans les milieux sociaux les plus faibles, en fait, les plus bas, où il n'y a pas de métissage. Quand vous prenez la liste des 15 adhérents du MEDEF, il y a très très peu de métissage, très peu de personnes qui sont pas d'origine européenne. Donc le destin commun, c'est aussi ça. C'est pour moi le vote qu'il y a eu là, c'est il y a des gens qui se disent, moi aujourd'hui, être indépendant, j'aurais une situation qui est meilleure que celle que j'ai aujourd'hui si j'étais indépendant. Bon, le destin commun, c'est de chacun être embarqué dans le même bateau et d'avoir des choses à perdre ensemble. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec Stéphane. C'est sûr que sur l'analyse du vote et aussi par rapport, parce que c'est finalement ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on en fait demain de tout ça pour construire le pays. C'est évident que si, et c'est ce que rappelait le Premier ministre, et c'est quand même assez drôle que ce soit le Premier ministre qui vienne nous dire à nous, ici en Calédonie, qu'il va falloir qu'on se préoccupe des questions économiques et sociales, quoi. Effectivement, si on ne règle pas ces questions-là, quel est le destin commun ? Vraiment, à quoi ça rime ? Je veux dire, moi, je suis désolée, quand je vais en reportage dans les squats, et j'y étais encore la semaine dernière chez une petite dame Carole, il n'y a même pas une dalle, quoi. C'est de la terre battue avec des nattes. Ben moi, je suis désolée, je suis blanche, je suis née en Calédonie, ben j'ai honte, quoi. J'ai honte. C'est pas de ma faute à moi, hein, mais j'ai honte de ce système où nos élus indépendantistes et loyalistes, pendant 20 ans, au Congrès, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait davantage, parce que on a quand même toutes les compétences. À un moment, c'est quand même extraordinaire d'attendre le Premier ministre qui vienne nous dire on va mettre ça au menu. Alors voilà, oui, du j'allais venir là-dessus. Ce sera au cœur du prochain comité des signataires. Est-ce que notamment, et ça amène ma question suivante, qui est en rapport avec tout ce que vous dites, est-ce que justement, on peut dire carrément et que uniquement les inégalités sociales sont le principal frein à la construction du destin commun? Alors, pour revenir sur cet argumentaire et ce qu'a dit Alain Chrisnart au lendemain du vote, il disait que maintenant, l'unique argument économique et financier ne suffit pas à convaincre les indépendantistes qu'on peut vivre sans la France. Il y a une dynamique identitaire, vous l'avez évoqué dans le premier plateau, et le problème n'est pas le rapport avec la France, mais c'est le rapport entre les communautés et la place des Kanaks au sein de cette communauté, les Kanaks qui veulent être au centre, le poteau central qui accueille ces autres communautés. Il y a la question identitaire, certes, il y a eu la charte des valeurs, la charte du peuple kanak, il y a eu la charte des valeurs partagées qui a fait l'objet d'un groupe de travail. Tout ça, on est d'accord pour dire qu'on a ces valeurs en commun. Après, c'est sûr, il ne faut pas exclure et surtout ne pas avoir peur de traiter ces inégalités sociales et économiques comme on a pu le voir tout au long de cette campagne et ce qu'a rappelé Édouard Philippe. Stéphane Gamerlinck. Oui, après, l'aspect social joue, puis je pense qu'il y a quelque chose dont on ne pourra pas faire longtemps l'économie si on va avancer sur le destin commun, justement, c'est la franchise. Pour en revenir à l'exemple de Maïté Siwen du spectacle Femme mal barrée, les gens se lâchent sur Facebook, puis quand ils se voient, ils se font des sourires. Donc il y a quand même un non-dit qui est quand même... tout le monde sait que la Calédonie. Hein. Oui, mais c'est pas... Oui, mais à la limite... ici, c'est quand même particulièrement fort. C'est quand même particulièrement fort. Et il y a un moment aussi où il faut dire, quand certaines provinces indépendantistes ne sont pas arrivées à certains objectifs qu'elles s'étaient assignés, il faut dire aussi qu'à un moment, les indépendantistes disent qu'ils laissent grosso modo les loyalistes avoir une politique qui est antisociale ou autre, mais ils ont toute capacité de la bloquer, cette politique, puisque le gouvernement est collégial. Si demain, on veut que la Calédonie soit plus juste, et les indépendantistes peuvent le faire. Les partis indépendantistes peuvent le faire. Il suffit juste qu'ils arrêtent de jouer le jeu de la collégialité. Donc après, c'est pas une victoire forcément pour les camps politiques, puisqu'en fait, on a été focalisé sur les enjeux politiques, alors que les vrais enjeux, ils sont sociaux et économiques. Alors, après, sur les questions économiques et sociales, je pense moi, c'est vrai que j'ai tendance à plus tellement réfléchir en termes d'indépendance, de France, par rapport au destin commun, finalement, la question de l'économie, c'est bien... il faut qu'on arrive vers une économie plus juste pour le vivre ensemble. Pas forcément pour redevenir Kanaki ou pour rester français. Pour moi, ça, c'est secondaire. Et tout à l'heure, vous parliez du peuple calédonien, et ça rejoint le vivre ensemble. Pour moi, oui, il est en gestation. Alors, il n'est pas encore
totalement là, mais il est en gestation et ces questions économiques, elles sont fondamentales pour que effectivement, les gens se placent plus forcément dans une logique d'indépendance de France, parce qu'au final, ce qui compte, c'est notre vie quotidienne, c'est la vie de tous les jours. Alors justement, on en a parlé, là, c'est arrivé un peu plus vite dans le débat que ce que je pensais, mais c'est pas grave. Justement, à propos des nombreux problèmes qui se posent à la société calédonienne, plus que des problèmes, je dirais de vrais malaises, eh bien, ils sont nombreux. Alors, on l'a vu au niveau économique, le déficit des comptes sociaux, le RUAM en particulier, la délinquance, l'économie globalement maussade, et puis 2 autres faits pour lesquels, quand même, là, on bat des records nationaux, on est les champions du monde, c'est la consommation d'alcool et son cortège de problèmes, et puis, bien sûr, la violence faite aux femmes. Et là, on regarde ce nouvel extrait de votre One Woman Show, Jenny Brifa, où cette question dramatique est traitée d'une façon pince sans rire par Maïté Siwen. Hé, copine, j'ai lu il y a un quart des femmes en Calédonie qui sont battues. Ah ouais. Non mais taille, on a la chance, hein. Parce que j'ai vu un reportage la semaine dernière sur l'Arabie Saoudite. Ben là-bas, les femmes, elles prennent des penses aussi. Mais en plus, elles peuvent pas divorcer. Ben un peu comme à la tribu, quoi. C'est vrai, mais toi, c'est pire que la tribu. Parce que toi, tu peux travailler, ouvrir un compte en banque. Mais elles peuvent pas. Elles ont le droit de rien. Aouka. Tu vois, finalement, quand nos hommes, ils nous éclatent la marmitari dans la gueule, on n'a pas trop à se plaindre. Net. On a le droit de travailler pour leur payer des bières. C'est quand même valable. Net. Par rapport à l'Arabie, c'est ça aussi. Alors, parmi les questions effectivement difficiles qui doivent être réglées pour essayer d'apaiser cette société calédonienne, on l'a vu là dans l'extrait de votre spectacle, la violence faite aux femmes, l'alcool, la délinquance. Est-ce que ces problèmes-là, ils doivent être réglés? Alors, pas au comité des signataires, on s'en doute, mais est-ce que ce ne sont pas des questions que nos élus doivent prendre à bras-le-corps très rapidement pour justement éviter que les clivages s'accélèrent? Ben, c'est un projet de société, en fait, avoir une société qui est moins violente. C'est là aussi où ça a été un peu décevant, je trouve, la campagne pour le référendum, c'est qu'on n'a pas eu la confrontation de 2 projets de société. On n'a pas eu les loyalistes qui nous ont proposé un projet de société et les indépendantistes qui nous ont proposé un projet de société. Les indépendantistes nous ont surtout proposé une projection institutionnelle de comment le pays allait pouvoir marcher. Et là aussi, je pense que sur le deuxième référendum, il faudra qu'on soit peut-être un peu plus rationnel sur un certain nombre d'aspects, sur savoir est-ce que le fait de changer de souveraineté, ça va aider à ces problèmes-là. Ça va aider à ce que la situation de la femme soit plus enviable. Et pour rebondir sur ce que dit Stéphane, ça me fait penser à ce que disait Patrice Gaudin sur notre antenne dans cette émission le 1er novembre. C'est qu'au final, cette question qui a été posée le 4 novembre, une question clivante qui nous renvoie il y a 30 ans en arrière, est-ce que vous êtes pour ou contre l'indépendance, n'a pas fait évoluer, n'a pas pris en compte un peu toute l'industrialisation qu'on a connue il y a 30 ans et tout ce développement-là. Et pour lui, la question se posait plutôt en termes de rééquilibrage économique, sociétal, et en termes de communauté de destin, de projet de société, chose qu'il n'y avait pas élaboré, construit, développé tout au long de cette campagne. Moi, justement, sur ces questions sociales, effectivement, je suis, comme vous, déçue comme Stéphane de cette campagne, parce que effectivement, ça aurait été l'occasion, notamment pour les indépendantistes, puisqu'on se dit, qui dit indépendance dit nouveau projet de société, qui nous explique un petit peu davantage vers quoi ils voulaient aller. Et de toute façon, pour la Calédonie de demain, quel que soit le statut qu'on aura, à un moment, il va bien falloir qu'on trouve un nouveau modèle pour notre société. On est quand même dans un monde où on a l'impression que d'un côté, il y aurait 2 mondes étanches, occidental pour les Blancs, océanien pour les Océaniens, alors que tout l'enjeu, c'est de prendre le meilleur de nos 2 mondes. On a quand même une chance extraordinaire à l'échelle de la planète. Enfin,
quand on s'extirpe un peu de la Calédonie, parce qu'on aime notre pays, mais bon, si on prend un peu de hauteur et qu'on regarde, on est dans un monde où les enjeux économiques, de travail par rapport à l'ensemble de la planète, on sait que l'une des grandes pandémies au niveau de l'OMS, c'est les dégâts causés par le stress, par exemple. On sait qu'en Océanie, on a peut-être un autre rythme de vie. On pourrait très bien développer une société plus sur l'agriculture bio, réfléchir à prendre le meilleur de nos deux mondes, et on ne le fait pas alors qu'on a toutes les compétences pour le faire. On a la chance d'avoir le chéquier quand même de la France pour nous accompagner, et on ne le fait pas. Moi, je trouve que c'est vraiment décevant. Mais voilà. Après, décevant, et puis en même temps, il ne faut pas oublier qu'en 30 ans, on a demandé beaucoup de choses à acquérir à cette société calédonienne. Et puis, au Kanak, on a encore un taux d'échec au niveau scolaire qui était très élevé. On a eu le droit de vote qu'en 42, 46. Comme les femmes. Voilà, donc on a demandé beaucoup de choses à ce peuple-là, et on lui demande encore plus là avec créer un projet. On est tous déçus parce qu'on les attendait là. On connaît ce qu'on a quitté, enfin ce qu'on n'a pas quitté, puisque aujourd'hui on a 56,7% de Calédoniens ont choisi de rester dans la France. Donc les indépendantistes n'ont pas eu peut-être le temps, cette vision politique de proposer un projet de société qui soit novateur. Peut-être qu'ils se sont trop calqués sur le fonctionnement occidental. Ils gardent encore les provinces. Vous parlez du schéma institutionnel, il garde encore les provinces. Ce que disait tout à l'heure Monsieur Poisson, c'est que au lendemain, ça ne veut pas dire si l'indépendance est votée, au lendemain, avec ce schéma des provinces qui est gardé, les forces politiques, elles sont toujours là. Dans le sud, c'est les loyalistes qui ont ce pouvoir-là. Donc comment ils font ça ne veut pas dire qu'ils seront majoritaires, je veux dire, au pouvoir au lendemain, s'ils gardent ce schéma institutionnel. C'est autant de questions qu'on se pose. Stéphane. Non, moi je pense qu'il y a une chose qui est quand même assez significative d'après moi dans ce vote, ça a été le vote des jeunes. Et quand on est jeune, quand on vote, en général, c'est parce qu'on veut que les choses changent. Il y a très peu de jeunes en 74 qui votaient Giscard. Parce que les jeunes, ils étaient plus à voter pour l'extrême gauche ou l'extrême droite, ils voulaient renverser la table. Donc les gens qui ont voté, là, les jeunes qui sont mobilisés, c'est indéniable quand on regarde les listes électorales, quand vous discutez avec les gens dans les bureaux de vote, ils disent j'avais vu des gens que j'avais jamais vu avant. Des jeunes qui sortaient de nulle part, qui étaient sur la liste, que je ne les avais jamais vus. Donc ces jeunes ont voté pour un changement de société. Si vous prenez le mot indépendance, dans la plupart des langues kanak, il n'existe pas. On dit un chemin vers la dignité, on utilise une périphrase pour dire c'est une manière d'arriver à la dignité. C'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on se focalise, c'est savoir comment est-ce que tout le monde peut vivre dignement. C'est peut-être ça le destin commun, peut estimer atteindre un certain niveau de dignité et être bien en Nouvelle-Calédonie. Et on nous a trop servi du politique et du culturel, et on ne nous a pas assez servi du social et de l'économique. Mais alors, on a l'impression que des deux côtés, on ressasse un petit peu le passé. Est-ce que ça aussi, c'est pas un frein à la construction d'une communauté de destin? Par exemple, on va dire les non-indépendantistes, ils restent sur le modèle de la France, de ce qu'on connaît, encore à l'issue de ce vote. Et puis les indépendantistes, quand on les écoute pendant la campagne, c'est souvent oui, mais avant, oui, mais nos vieux, oui, mais le combat passé, etc. On a l'impression que des deux côtés, ça reste l'œil dans le rétroviseur, et puis qu'on n'avance pas. Vous partagez ce point de vue? C'est quelque chose qui me scie à chaque fois de voir des indépendantistes dire oui, avant c'était mieux. On a envie de dire mais attends, comment c'est possible? Ou alors après de voir certains vieux Calédoniens nous dire qu'avant c'était pas du tout pareil, c'était mieux aussi. Quand objectivement on regarde la situation, non, c'était pas mieux, quoi. Et on peut pas être indépendantiste aujourd'hui et dire qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans ou 40 ans c'était mieux. Il y a quand même un énorme hiatus, quoi. Parce que... sur les réactions, notamment immédiatement, là, on voit bien les réactions de nos élus, notamment cette tribune de Pierre Montenier sur Facebook, qui, quand même, c'est un discours complètement passéiste. Et quand on met ça en... Qui conclut d'ailleurs assez violemment, en disant il faut aller au combat. C'est comme... moi, j'étais sidérée. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce discours passéiste? Et quand on met ça en rapport avec... je suis sur Twitter quelques jeunes étudiants calédoniens et j'ai vu des photos et des petites vidéos d'étudiants calédoniens de toute notre belle couleur, un bel arc-en-ciel de chez nous, en France, avec le drapeau vert, jaune, rouge. Et du coup, je me disais, moi, j'ai trouvé ça très beau parce qu'ils se saisissent tous de ce drapeau comme étant... c'est le drapeau du pays, finalement.
maintenant il a été levé comme ça, c'est devenu le drapeau du pays. Alors il y a des gens du coup sur les réseaux sociaux qui disent « Ah mais non, mais c'est le drapeau vert jaune rouge, c'est pas le drapeau du pays ». On a vu cette vidéo aussi d'un jeune Caldoche là, qui a brûlé le drapeau vert jaune rouge. Oui, on assiste à plein d'excès sur les réseaux sociaux, ça. Et c'est des deux côtés, c'est quelque chose. Juste pour répondre sur Stéphane, je pense pas qu'ils disent, pour avoir suivi les campagnes, qu'ils disent que c'était bien. Ils disent en revanche qu'ils ont combattu et qu'ils ont eu des acquis, la CAFAT, la mise en place de la CAFAT. Voilà, c'est des acquis et c'est pour se gargariser, de se dire qu'on a fait quelque chose quand on était au pouvoir. Donc voilà, c'était... Et du coup, valoriser leur travail auprès de cette population, notamment jeune. Et pour revenir sur les jeunes, c'est comment sortir aussi de cet héritage politique, comment on fait pour voter. Si, pardon, j'ai un jeune est né dans une famille politique indépendantiste, comment je fais pour voter non à l'indépendance. Enfin, il y a cet héritage-là aussi dont ils sont tributaires. Moi, je trouve quand même que les mentalités, elles ont quand même beaucoup évolué sur le terrain. Ils font plus d'études aussi, c'est clair, ils vont voir ailleurs, ils vont en métropole. Donc, oui, mais que ce soit chez les jeunes ou même chez les moins jeunes. Si vous regardez quand même, il y a des choses qui sont quand même fondamentalement là et puis dures, et c'est la réalité. Si vous prenez les chiffres de l'IDCNC sur la personne en Calédonie qui a le plus de chances de trouver un travail le plus rapidement possible, c'est un métropolitain diplômé qui vient d'arriver. La personne qui a le moins de chances de trouver du travail en Calédonie, c'est un jeune en tribu, dans l'intérieur ou les îles. Tant qu'on aura... Quand on aura, mais est-ce que ce n'est pas des questions de formation aussi Ah, mais moi, je ne suis pas en train de dire que c'est... Il ne faut pas rentrer dans la caricature. Il y a plein de raisons pour ça. Il y a des raisons qui tiennent aux jeunes des deux côtés. Il y a des raisons qui tiennent au mérite de l'un pour avoir passé les diplômes. Il y a des raisons qui tiennent au manque d'encadrement de la jeunesse en province nord ou en province des îles ou même en province sud. Tout ça. Mais tant qu'on sera sur des chiffres comme ça, on ne pourra pas parler de destin commun. Mais après aussi, pour revenir sur la jeunesse, moi je pense qu'il y a une envie quand même de dépasser les clivages, mais qu'on est bloqué dans ce clivage indépendantiste loyaliste qui empêche aussi finalement de se retrouver autour d'un vrai projet, parce que finalement là on dit la Calédonie elle est clivée, la question clivante, société clivée quoi. C'est pas comme pour l'accord de Nouméa où on nous a demandé est-ce que vous êtes d'accord pour être tous ensemble sur ce projet-là. Là on nous demande oui ou non, donc forcément que la réponse elle est clivante parce qu'elle est clivée et effectivement, mais après il faut je pense qu'il va à un moment ou à un autre, la voie va s'ouvrir pour d'autres projets de société, j'espère. Il faudrait peut-être qu'on se dise, qu'on se donne des objectifs de réussite économique, sociale, d'équilibre entre les sexes, puis on se dit, une fois qu'on a atteint ces objectifs, on vote pour ou contre l'indépendance. Et là, peut-être, ça serait beaucoup moins grave. Ça serait un enjeu. Voilà, à ce que dit l'accord de Nouméa, qu'est-ce qu'on a fait en termes de rééquilibrage au niveau... Oui, mais il n'a pas fixé l'objectif. Oui, voilà, c'est la base. Voilà, on a l'accord de Nouméa, il faut aller plus loin maintenant dans ce que vous dites, avec des critères très précis, des objectifs à se fixer. Mais alors là, j'aimerais avoir votre point de vue sur le fait qu'il est inscrit dans l'accord, donc un référendum, puis un deuxième dans 2 ans, puis un troisième encore dans 2 ans. Est-ce que justement, ça va donner le temps aux Calédoniens, à nos élus certes, mais aux Calédoniens aussi, de s'organiser, de se préparer, parce qu'on va revenir dans une période clivante, et à nouveau une période clivante. Avec les provinciales. Alors, les provinciales, déjà, c'est une première étape, c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'effectivement, il y a trop peu de temps pour que les équilibres changent. Je pense que... après, c'était prévu dans l'accord de Nouméa. Moi, je suis démocrate. Je veux dire, on a voté pour l'accord de Nouméa. Il faut le suivre, à moins que nos élus... comme on le dit dans Fin mal barrée, qu'il y a la magie de Paris, parce qu'il y a à Nouméa les postures politiciennes du lendemain. C'est très drôle ça d'ailleurs dans le spectacle. Et à Paris, ils vont faire leur discours, comme on dit dans Fin mal barrée, victime de l'histoire, copain, main dans la main, tata bisou, Paris va sortir le portefeuille. Voilà. Donc non, mais plus sérieusement, c'est vrai que oui. Moi, j'espère toujours que les discussions vont reprendre et qu'on va réussir à vraiment discuter sur le fond et qu'on va dépasser ces postures politiciennes qui n'ont pas beaucoup de sens et qui ne sont pas à la hauteur des enjeux, parce que quand même on peut être très très fier, je crois qu'on l'a pas dit ce soir encore là, mais enfin je sais qu'on l'a dit pendant le week-end, mais c'est quand même extraordinaire ce qu'on a vécu depuis 30 ans. Enfin il y a 30 ans quand même, moi j'étais toute petite, je me rappelle, j'avais peur à l'école que dans ma tête les Kanaks allaient nous mettre dehors, on allait partir, j'avais des discussions avec ça, j'avais 7 ans avec les copains dans la cour de l'école quand même, 7 ans. Aujourd'hui il n'y a plus un gamin de 7 ans qui va croire que le Kanak va le mettre dehors ou que
que le caldoche va lui tirer dessus. Enfin, on a quand même... ça a été... Non, mais c'est vrai, en 30 ans, on peut quand même être fiers de nous. Hein. Donc le destin commun, enfin, il y a vraiment quelque chose qui peut se passer. On n'est pas dans le bisounoursisme quand on dit ça. Oui, mais après le référendum peut avoir des séquelles quand même hein, sur le plan purement politique. C'est-à-dire qu'il peut apporter une frange radicalisée des deux côtés. Hein. Il y a des gens du côté loyaliste qui peuvent estimer que c'est pas normal avec tout l'argent qui a été investi et ceci et cela. Encore une fois, du côté indépendantiste, c'est majoritairement, beaucoup de jeunes, pas majoritairement, mais beaucoup de jeunes qui ont voté. Et les jeunes, ils sont plus dans une quête d'absolu qu'autre chose. Donc, il peut y avoir des gens qui se radicalisent pour capter cet électorat jeune, parce que pour l'instant, il est quand même assez peu probable que les partis indépendantistes capitalisent sur cet électorat jeune, que cet électorat jeune qui a voté là dimanche aille voter au provincial. C'est quand même assez peu probable. Ils sont venus pour le référendum. Ce que nous, on peut attendre de nos élus en tant que Calédoniens, c'est un peu de hauteur de vue, un peu de sérieux et un peu de travail. Et que, enfin, du travail, ils en ont donné, hein, je ne dis pas, mais que là, ce mec qui soit à la hauteur des enjeux. Toi, avec l'expérience que tu as des élus calédoniens depuis 20 ans, est-ce que tu penses qu'on peut attendre de la hauteur de vue, du sérieux de tous nos élus? Moi, je te trouve bien optimiste. Non, j'espère, en fait. Je suis dans la tentation. Non, mais peut-être que ça doit venir aussi de la société civile. On attend beaucoup de nos élus, mais peut-être aussi que la société civile peut essayer de se trouver et trouver des voies et proposer quelque chose qui puisse impulser une nouvelle dynamique et puis l'imposer aussi à ces politiques. Alors, j'avais suivi là une campagne pour la pirogue pour le oui. C'était dans un Akamal et il y a une question du public, voilà, qui disait est-ce que nos élus sont à la hauteur des enjeux? Alors, pour le coup, là, donc, on avait un peu tous les représentants du PADICA, de l'ADUS, RDO et de l'UC. Et c'est donc M. Dangleberme de l'UC qui a répondu « On a les élus qu'on mérite ou les élus qu'on a élus ». Voilà. Donc, voilà. Donc, peut-être c'est aussi la société civile. Est-ce que vous pensez... Oui. Là-dessus, on a les mêmes élus au moment de la signature de l'accord de... Oui, c'est ça. Il y a un problème de génération. Là aussi, il y a un petit souci. C'était juste il y a 20 ans, hein, quand même. Tous, c'est les mêmes. Est-ce que vous pensez... Sauf là, quelques exceptions. Un nouveau parti qui a émergé de cette nouvelle jeunesse politique là qui prend les rênes, c'est Sonia Backès. Qui s'est construit. Bon, elle est des discours qui sont assez... Oui, aussi. Ils sont pas très jeunes, en fait. Oui, mais je veux dire, c'est un peu la seule nouvelle, un peu, si je puis dire. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de renouvellement. Je pense que c'est vrai que s'il y avait eu un renouvellement... Il n'y a pas une lame de fond de la jeunesse, quoi, dans tous les partis. Oui, ça reste encore... Mais ça, c'est aussi... Je pense... Voilà... Qui a envie dans les jeunes Calédoniens aujourd'hui de rentrer dans ce panier de crabes? Enfin, ça, c'est une vraie question aussi, je veux dire, parce que des Calédoniens qui ont envie, qui aiment leur pays, qui voudraient s'investir, je pense qu'il y en a plein. Qui ont l'intelligence de tous les côtés, effectivement, qui peuvent le faire. La politique, moi, je vois certains, vous parlez des jeunes, il y a aussi Nicolas Metzdorf, par exemple. Oui, c'est vrai. Il y en a quelques-uns quand même. C'est juste, ça demande beaucoup d'engagement et autres. Et puis, ça demande aussi à ce que les vieux vous fassent de la place. C'est surtout ça. Oui, c'est surtout ça. C'est que les vieux laissent de la place. Je pense que moi, trouver des jeunes qui veulent... Et c'est pour ça que je dis que Sonia Backès, elle a réussi. Diplômés que leurs aînés. Mais après, c'est vrai aussi par rapport au schéma. C'est plus compliqué pour les femmes à faire de la politique en Calédonie. Un mot, parce que nous devons bientôt conclure. Je voudrais savoir, rapidement, si vous êtes pessimiste ou optimiste pour l'avenir. Jenny? Bon, moi, j'irai comme à la fin de mon spectacle. Hein. On est femmes mal barrées, mais ça peut s'arranger. Nadine Guapana. Moi, je suis optimiste. Je pense qu'il faut pas qu'on hésite à dire et à aimer ce que nous sommes à cette terre, à cette île-là qui nous a vu naître ou qui nous a accueillis. Et puis, qu'est-ce qui peut faire lien? Et je dirais en un seul mot, # le poulet, c'est la paix. Eh oui, c'est vrai. Alors ça, c'était terrible. Stéphane Camerlin, pour une fois, c'est un homme qui va conclure. Oui, moi aussi, je suis optimiste, résolument optimiste, parce que je vois depuis 20 ans, justement, tout à l'heure, on parlait de société civile, comment la société civile, elle s'affirme. Moi, j'ai foi dans les contre-pouvoirs dans une société. Dans le fait qu'une démocratie mûre, c'est une démocratie où il y a des contre-pouvoirs, où les médias s'affirment, où les associations s'affirment, où les environnementalistes s'affirment. Et ça continue. J'ai plus foi dans les gens que dans les politiques qui nous gouvernent, même s'ils ont leur rôle. Mais je pense que les gens s'affirment de plus en plus, il faut qu'ils s'affirment. Et puis il faut travailler, il faut parler franc entre nous aussi.
Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Questions à venir s'achève maintenant. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission et puis bien sûr de cette année référendaire. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur la première, bien sûr. Retrouvez cette émission en replay sur votre site lapremière.nc.